alaikum, Azul, bonsoir. Une autre rencontre de M. Tebboune avec la presse et encore une fois, une prestation qui n'a pas failli à la désormais tradition, puisque, encore une fois, M. Tebboune s'est distingué dans le n'importe quoi, dans des déclarations quasiment hallucinantes, asséner des contre-vérités avec beaucoup de témérité, ne pas friser le ridicule seulement, mais y patauger allègrement en s'y ébrouant comme un chevreau. Cette autre rencontre avec la presse montre combien cet homme est constant dans l'absurdité et le mensonge le plus débridé. Dounia Taraïf. Je ne citerai qu'un seul exemple de tout ce qu'il a débité. Écoutez vous-même, écoutez. صارت الامور مثل ما صارت في السميد واجهنا وقع فيه ضياع كبير بالنسبه للستوك استراتيجيك تاعنا باش واجهنا في النهايه لما تاخذ الاحصائيات فيه ولايه وجدنا ان كل مواطن استفاد من 400 قنطار باش بردوني حاشاكم المزابل عامره بالسميد يعني الغايه كانت زعزعه الاستقرار. Pour ceux qui ne parlent pas arabe, M. Tebboune nous dit que pour déstabiliser l'État, et selon certaines statistiques, les spéculateurs ont provoqué une surconsommation de semoule dans une wilaya qu'il prend le soin de ne pas citer, bien sûr, où chaque citoyen aurait, selon les statistiques, consommé et stocké 400 quintaux de semoule chez lui. Imaginez un peu. Imaginez toute la population d'une wilaya, dans toutes ses villes, ses villages, avec 400 quintaux de semoule dans chacune de ses habitations, et tout cela n'aurait pas attiré l'attention des autorités. C'est incroyable. Mais il n'y a pas que ça. La rencontre qui n'a pas été diffusée en direct, bien sûr, et où même les non-initiés ont observé le montage grossier, les coupures, est truffée d'incohérences. Nous allons vous en montrer certaines durant l'émission et en discuter avec nos invités. En tous les cas, durant toute la rencontre, M. Tebboune a donné l'impression qu'il ne contrôle plus aucun dossier. Il n'a fait que s'accrocher à toutes les planches qui se trouvaient sur son chemin, comme si le Titanic, qui est devenu le système, était arrivé à la séquence des violons. Contrairement à son habituelle tonitruance, M. Tebboune n'a fait que miauler de pathétiques professions de foi auxquelles il ne croit visiblement pas lui-même. Et on ne peut s'empêcher de penser, à écouter certaines de ses sorties, que le Hirak l'a terrassé. Bien évidemment, ainsi que tout le système dont il est la façade civile. Écoutez seulement. أنا بالنسبة لي يسحبوا استمارات ما يسحبوش استمارات الانتخابات التشريعية تكون بنسبة كذا ولا بنسبة كذا نطلب أنها تكون نزيهة شفافة اللي جابته هذاك هو احنا ماذا بينا الشعب يعرف باللي رانا نبنوا في دولة جديدة هو أساسها وأساس هذه الدولة هو اختيارات نتاعو إذا كان هو ينسحب من الاختيارات ما نبنيش الدولة احنا ماذا بينا نسبة المشاركة نتاع المواطنين تكون نسبة عالية على حسب التشريعيات معروفة في العالم بأسره تتراوح ما بين 40 50 55% مش أكثر. Vous imaginez un peu toute l'ampleur de cet aveu d'échec,
Un président de la République qui entreprend de dissoudre le Parlement, qui prend l'initiative d'une élection anticipée, qui fait tout et n'importe quoi pour neutraliser l'appel du Hirak ou boycott, et qui finit par dire que la participation n'a pas d'importance et que l'essentiel est dans la transparence et l'intégrité des élections. Encore un peu, il aurait dit qu'il se contenterait d'un seul électeur par wilaya, puisque la loi ne prévoit pas de participation minimale. Notre autre sujet d'aujourd'hui est cet autre scandale qui a défrayé la sinistre chronique du régime et de ses services de sécurité. Une autre affaire de viol dans les locaux des forces dites de l'ordre. Un adolescent d'une quinzaine d'années, arrêté en violation de la loi, qui a été brutalisé, violenté, humilié, traité de tous les noms et qui affirme avoir subi des attouchements sexuels de la part de ces fameux agents de l'ordre. Une affaire qui est tombée comme la foudre et qui a révolté l'opinion publique, tout particulièrement après l'affaire Naqish, un jeune hirakiste, rappelez-vous, qui a été sexuellement agressé par des agents du DRS. Et enfin, notre autre sujet sera la non-participation du FFS aux élections, malgré tout ce qu'a entrepris le régime pour obtenir l'engagement de ce grand parti. S'il avait réussi à obtenir sa participation, le régime aurait remporté une indéniable victoire, puisqu'il aurait pu semer le doute en Kabylie, la région la plus frondeuse du pays, et qui se trouve être justement le bastion du FFS. Mais la base militante de ce parti a refusé de se laisser embarquer dans ce qui aurait été un naufrage politique. Elle a pu obtenir du Conseil national de ce parti qu'il se prononce pour la non-participation aux élections. Un minimum d'engagement, puisque contrairement à d'autres partis politiques, dont son rival, le RCD, il n'a pas appelé au boycott. Algérie, un système qui fait eau de toutes parts. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci, M. Benchnouf. Merci pour votre invitation. Merci. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Régression de 88 à l'envers, à rebours. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation et je salue mon ami Idir. Merci. Je salue aussi, mon cher Brahim. C'est ça, échanger des politesses. Ben, alors, nous sommes polis. Ah oui, mais c'est très bien. Merci, voilà. Alors, depuis Bordeaux avec nous, et je rappelle que Bordeaux s'écrit avec un X, Monsieur Srir Zerguini, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Bordeaux. Srir Zerguini, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci M. Benchnouf de l'invitation et je salue aussi M. Ounoren, M. Younsi pour ce débat que j'espère sera intéressant pour vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, nous allons
commencer, si vous le voulez bien, mes chers amis, par cette tragique histoire, encore une autre, de cet adolescent de 15 ans, Saïd Chetouane, qui dit avoir subi des attouchements sexuels et peut-être même plus. C'est une histoire qui a vraiment scandalisé les Algériens et qui est venue juste après l'affaire Naqesh, rappelez-vous, qui a été violée dans un local du DRS. Et pardonnez-moi de rajouter une couche, c'est dommage parce que le comité contre la torture et les conditions carcérales inhumaines, un nouveau site sur Facebook, vient de nous apprendre, et nous avons vérifié, c'est le cas, que le détenu Ayoub Chahtou, qui avait été interpellé avec d'autres manifestants 2 jours auparavant, le 26 mars, lors de la marche du vendredi 110, il a à Al-Bayt, le détenu Ayoub Chahtou a confirmé hier, lors de son procès devant le juge, les déclarations faites la semaine dernière et dont on n'avait pas entendu parler, déclarations faites par son père et son avocat, qui racontent dans les détails les circonstances de son viol à l'intérieur du commissariat central d'Al-Bayt. C'est un jeune étudiant qui manifestait tout simplement, c'est son seul crime, et qui affirme avoir subi des sévices sexuels, encore une fois. Alors, pour ce qui concerne le jeune Chetouane, Saïd, c'est une abomination. Si tant est que les faits soient avérés, qu'il y ait eu viol, c'est quelque chose qui relève de la cour criminelle, hein, qui relève c'est une atteinte aux droits de l'homme, d'autant qu'il est mineur, ça c'est important de le dire. Troisièmement, le fait même qu'il ait été maltraité sans attouchement était un crime pour un jeune mineur. Donc si on se situe déjà à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est inadmissible. Moi, je pense aussi qu'il y a aussi un déficit de la communication institutionnelle. Qu'est-ce qui a empêché J'ai lu le communiqué de la DGSN où ils ont dit qu'il a été libéré avec un certificat médical. Ils n'ont pas produit le certificat médical, ne serait-ce que pour l'opinion publique. Oui. La presse ne l'a pas repris, du moins jusqu'à aujourd'hui, me semble-t-il. À moins qu'il ne soit passé sous Qu'est-ce que pourrait constater un certificat médical légal? Non, pour aller... Des attouchements, il y a... Non, pas pour les attouchements. Pour le viol, déjà, pour éliminer déjà le viol et revenir aux attouchements, je suis désolé, il y a des avocats qui devraient s'occuper de ça, qui doivent avoir des techniques de croisement d'informations ou d'interrogatoire. J'en sais rien, je ne suis pas juriste. Pour le jeune d'Al Bayt, me semble-t-il, c'est peut-être quelque chose de... Apparemment, parce que j'ai eu ça tout à l'heure, je sais pas, il y a peut-être 3 quarts d'heure, c'est que son père... Et lui-même est étudiant, donc c'est un majeur, donc il est censé être responsable de ses propos, dit carrément que je me suis fait violer en présence de son père. Oui, c'est un signe qui peut-être corrobore la véracité des faits. On n'est pas juriste, on n'a pas le dossier. Mais dans un espace global et dans un esprit global, je suis au gré de dire que on ne peut pas construire un pays comme ça. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça me révulse. Ça me donne envie d'hurler. Pour la simple et bonne raison qu'on s'attaque à un jeune adolescent. Moi, je me demande comment cet adolescent va-t-il se reconstruire, comment sa famille va se reconstruire, comment ses proches vont se reconstruire, quelle est l'image qu'il va transférer dans sa Houma, puisqu'il Houma, comme son image future. C'est toutes ces questions. Ce garçon, il est polytraumatisé. Et en fait, ce n'est pas nouveau. C'est juste que la parole a été libérée, que les gens maintenant n'ont plus honte de dire j'ai été l'objet de sévices sexuels. Ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, dans son livre, Frantz Fanon, les damnés de la terre, il en parle pour ce qui est de l'occupation française, la police, l'armée de colonisation. Ils pratiquaient le viol et la torture et les sévices sexuels comme méthode d'intimidation, de terrorisme contre les populations. Et c'est une mise de conditions psychologiques. C'est le cas. Rappelez-vous, Brahim, c'est les années 90, ce qui circulait dans les locaux de la police, de la gendarmerie, des patriotes, de DRS,
les jeunes, quand ils entraient, ils leur demandaient alors qu'est-ce que tu prends. Je m'excuse d'être. C'est très fort et c'est très dur de le dire, mais il faut que la vérité se fasse. On demandait aux gens ce qu'ils prenaient comme bouteille. Qu'est-ce que vous voulez, une bière ou un coca? Et c'était pas pour boire. Hein. Ce que je voulais juste terminer là, après, Brahim, si tu permets 2 secondes, Fanon a dit aussi, c'est la violence du colonisateur qui a suscité la violence du colonisé. Et c'est pour ça qu'on disait souvent, ces actes, l'acte du jeune, surtout s'il a été véritablement violé, on n'en sait pas plus aujourd'hui. Ouais. Plus l'acte qu'a subi le jeune homme, le jeune étudiant d'El Bayed, Ayoub Chahtou. Je vais employer un mot fort. Je prie les téléspectateurs de le relativiser. C'est un casus belli par rapport au pouvoir. Ah oui, oui. C'est comme si vous voulez provoquer la violence. Brahim, ouais. Je ne sais pas si je suis un peu ému ce soir par rapport à cette question, mais en fait c'est ça. Voilà comment je vois les choses. Pardon. Le casus belli se produit depuis fort longtemps déjà. Oh, ouais, tout à fait. Ces pratiques-là n'ont jamais cessé, en vérité. Nous savons que, par exemple, pour ne pas remonter au-delà, qu'en 1988, ce type de pratique était quasiment courante. Oui. Il y a eu beaucoup de témoignages. Absolument. Oui. Même sur le plan public, c'était la première fois que des jeunes témoignaient qu'ils ont été abusés, et plus que cela. Oui. Mais aujourd'hui, cela devient, et vous l'avez dit, enfin, entre guillemets, la parole se libère. Et alors que nous sommes dans une société qui est restée dans le tabou. Oui. On casse la pudeur. Et oui, mais justement, parce qu'on a cassé le tabou. Là, mais comment on a fait pour casser le tabou, Brahim Younsi, dans ce pays où le violeur est perçu par sa propre famille comme un cas plus honteux que le violé, la personne violée, plus que le violeur. Oui, mais c'est le viol d'une façon générale, et, pardonnez-moi, de parler sur le plan public de la sexualité. Oui. Et d'agression sexuelle. Oui. C'est la première fois. C'est la première fois d'agression sexuelle, même de sexualité sur le plan public. Oui. Sur le plan public. Et, a fortiori, d'agression sexuelle. Que des hommes, quand je dis des hommes, c'est des masculins, avouent ou révèlent d'avoir été sexuellement abusés. C'est terrible. C'est terrible. Surtout dans notre société. Et voilà. Mais qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a fait Quels sont les mécanismes qui ont libéré psychologiques, culturels, tous les verrous. Oui. Tous les verrous. Ils sont peut-être en train de sauter, peut-être. Oui. Voilà. C'est une belle piste. Ça saute. Tous les verrous psychologiques, culturels sont en train de sauter. Mais il y a la question, effectivement, tu viens de dire le mot fondamental, essentiel, celui de la pudeur. Dans les familles, jamais ce type de question ne pouvait se poser. Absolument. Même quand les cas se produisaient, non pas seulement de la part entre guillemets, des autorités qui abusent de leur pouvoir, mais quand ça se passe dans la société elle-même, on cache cela. Très souvent, certains ne déposent pas même plainte parce qu'ils ont été agressés sexuellement, notamment les garçons. C'est extrêmement grave ce qui vient de se produire. Et d'autant plus grave qu'il s'agit d'adolescents. C'est inadmissible que des gens qui sont entre guillemets, des gardiens de l'ordre, quelquefois, de l'ordre de la pudeur, et que ce sont ceux-là qui transgressent la pudeur publique. Rappelez-vous notre compatriote Louisette El-Ahriz, durant la guerre de libération, quand elle a dévoilé ce qu'elle a subi pendant la colonisation de viol par l'armée française. Elle raconte que son fils lui en a beaucoup voulu d'avoir parlé. Oui. Il a ressenti ça comme une humiliation. Il aurait fallu, selon lui, garder le secret, ne pas faire. Mais qu'est-ce qui a fait Il y a plus qu'un malaise, effectivement, dans la société. On le ressent.
Est-ce que nous Il y a sommes dans plus- une révolution culturelle? Est-ce mais- que la révolution mais du Hirak est en train mais d'induire mais une révolution culturelle dans la façon de penser? On en a parlé avec Idir, hein, effectivement, il y a une révolution culturelle. Mais est-ce qu'on peut parler, dans ce cas précis, d'une révolution culturelle? En tout cas, on vient de le dire, il y a des verrous psychologiques et culturels qui sont en train de sauter. Oui. Simplement, à mon sens, il y a plus qu'un malaise dans la société. Il y a plus qu'un malaise. Il y a un trouble. On perçoit cela. Quand on parle aux uns et aux autres, on perçoit le trouble. Ce sont des traumas que nous traînons, tout à fait, oui. peut-être dans nos gènes. Hein, Tout à fait. Au-delà du trauma, vous avez raison, et Ibrahim aussi a raison dans cette libération de la parole. Parce que quelque part, ça rassure. C'est pour ça que je parlais du jeune là. Comment va-t-il se reconstruire? Quels moyens on va lui mettre pour qu'il se reconstruise? Ne serait-ce que par l'attouchement. Hein. Je ne vais pas jusque-là. Parce que le viol, en règle générale, c'est un crime. Il est qualifié en termes de crime, surtout pour un adolescent. Par la libération de la parole, il y a malgré tout, bon, en dehors des actes horribles, des actes, bien sûr, qui relèvent du crime, plus que du crime, j'allais dire, une transgression qui n'a pas de nom. Mais est-ce que, avec cela, ce qui était pour nous, dans notre société, musulmane, algérienne, etc., traditionnelle, etc., conservatrice, même etc. moderniste, ça, on partage le même... Absolument. Absolument. Est-ce que les frontières éthiques et morales, dans ce domaine-là, vont être transgressées? N'ont pas été... Elles sont transgressées. Elles ont été transgressées. Elles sont transgressées. Mais ça a toujours été le cas, Brahim. Oui, non, mais pourquoi cette justement, fois-ci... c'était caché. C'était caché. C'était caché. Parce que la parole ne s'était pas libérée. Oui, et que le Hirak... C'est pour ça que j'ai parlé de révolution culturelle. C'est dans le sens de révolution sociétale, dans ces mœurs. C'est la raison pour laquelle aussi nous parlons de verrous qui sautent. De verrous à la fois psychologiques, quelquefois, c'est même... Comme vient de le dire Idir, même pour ceux qui se prétendent modernistes, qui sont dans le modernisme, etc., qui d'habitude en privé ont la parole très libérée, etc., eux aussi, sur le plan public, ne parlaient pas. Oui. C'est-à-dire que sur le plan psychologique... On est en train de briser des tabous. Alors, Srer Zarghini, avant de vous laisser vous exprimer sur ce point, je rappelle que le Code de procédure pénale, dans son article 50, il me semble, prévoit que pour ce qui est de la garde à vue des mineurs, d'abord, la police, dans des cas urgents où elle ne peut pas faire autrement, or ça n'a pas été le cas de ce jeune qui ne faisait que manifester, dans des cas donc extrêmes, lorsque la police se voit obligée de mettre un mineur en garde à vue, elle doit immédiatement alerter le procureur, ce qui semble ne pas avoir été fait. La deuxième, c'est qu'elle doit immédiatement, dans l'instant où il est interpellé, contacter les parents pour qu'ils soient présents au poste même où il a été interpellé. Et troisièmement, la police est sommée de façon catégorique de mettre tout aussitôt un moyen de communication, c'est-à-dire un téléphone, à la disposition du mineur pour qu'il appelle ses parents, pour qu'ils soient présents lors de cette garde à vue. Or, tout ça n'a pas été respecté. Et la suite, nous la connaissons, donc ce jeune qui est en train de dire qu'il a été agressé sexuellement par des attouchements, et plus, nous dit-il, sauf que ça n'a pas pu se faire selon lui. Très bien. Déjà, moi, d'abord, j'étais vraiment ému et bouleversé par ce que j'ai vu hier, à la fois la vidéo de ce jeune mineur Saïd Chouane, à sa sortie du commissariat, mais aussi le soir en direct sur le Marabia, j'ai vu donc l'intervention de sa maman qui m'a ému beaucoup. Et je tiens à saluer le courage de Saïd Chouane et de sa maman, et de dire aussi à ce garçon, à ce mineur, qu'il n'a pas à avoir honte. La honte, elle est sur ceux qui lui ont fait ça. Normalement, dans un pays qui se respecte, ces policiers qui sont plus ou moins accusés de ça, ils doivent être suspendus de leur travail et leur salaire suspendu aussi, en attendant les résultats d'enquête. Voilà. Donc, pour envoyer un signal à d'autres policiers, parce qu'il peut y avoir d'autres bavures. Et ce qui a été donc dit là par vous,
c'est que aujourd'hui le mur de la peur s'est brisé. Les gens donc qui sont, c'est des pratiques apparemment qui existaient avant, depuis des années, et aujourd'hui ces jeunes, quand ils sont soumis à ces actes abjects, ils sortent. La première des choses qu'ils font en temps réel, quasiment en temps réel, et ils déclarent ça, et ça leur fait une espèce de thérapie. Ils n'ont plus honte de dire ce qui s'est passé. Maintenant, si on place ça, moi je pense aussi que c'est un acte fondateur de la suite des événements, comme ça a été le cas pour Walid Naqish, le jour où il a eu le courage, début février, en disant devant ses parents, au palais de justice, ce qui lui est arrivé. Et c'est ce qui a enclenché, moi je pense, la forte mobilisation à Harrata et la suite du Hirak 2. Ça, les Algériens qui n'étaient pas mobilisés au début, mais quand ils ont vu ça, ils commencent à se dire qu'est-ce qui se passe. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. Très bien. Alors, nous allons voir les vidéos que vous venez d'évoquer de ce jeune homme, ses déclarations. Écoutons-le. حبوا يغتصبوك انا عماوس سيا قبل ما نطلع في القلوفه كي كان دايرني كان قبل سلمان محمد واحد كان لابس تريكوتاجياس كما نعرفوش داوهم فرقونا باسكو كانت القلوفه الاخرى كانت قالوفه واحده معمره طلعوا فيها واحد وحنا طلعونا ثلاثه وحدنا ما شغل عاملونا شغل كلاب ماشي عيب اللي كانوا في القالوفه ماشي كاع اللي كانوا في القالوفه اللي كانوا يصوبوا ما عاملوناش باحترام هذا وش يا رئيس الجمهورية يا رئيس العدالة في المينير غنزة 15 سنة تعداو عليه هادو لا بوليس هادو واش يكون انا دخلت قال لي وليدك مشي وليدك شرعي هذه دولة هذا احنا هذه هي الدولة هذا ضربنا ها هذا ضربنا باباه سيدي ضرب على البلاد هكا وصلنا طفل صغير يقول انت مشي طلعوا من المحكمة قالوا لك تصبوك بعد ما تبدا بالشغل ساعد خويا راكم تشوفوا 15 سنة فيها. La deuxième scène, elle a été prise au moment où il sortait des griffes de cette police, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi. Alors, l'autre cas qui vient de tomber, c'est incroyable ce qui est en train d'arriver. D'ailleurs, la presse qui est proche du régime est en train de dire c'est un complot, ce sont des organismes qui sont en train de concocter tout ça. Et le détenu Ayoub Chahtou, d'Al-Bayyad, étudiant, comme l'a dit tout à l'heure Idir, qui d'à peu près normalement constitué, quelle est la personne qui pourrait dire devant son père j'ai été l'objet de... C'est un signe que ce n'est pas monté, que ce n'est pas concocté. C'est pour ça que nous avons dit sur ce plateau à l'instant que les verrous psychologiques sont en train de sauter. Absolument. Quand quelqu'un qui a subi ces transgressions, parce qu'on transgresse quelque chose et qu'il l'avoue, qu'il le proclame devant ses parents, à ses parents, cela veut dire que d'abord il a subi les actes qu'il dénonce. Sinon il ne l'aurait pas dit. Alors qu'avant, les violeurs, ils avaient un sentiment d'impunité parce qu'ils savaient que leurs victimes ne se plaignaient jamais. Parce que là, il y a des... C'était un tabou. Il y a des digues qui sont en train de se rompre. Oui. Il y a des ruptures de digues. C'est le mot. Hein, Alors, pour ce qui est de notre compatriote, l'étudiant Ayoub Chahtou, nous restons à l'écoute, nous attendons d'autres témoignages, d'autres développements. En tout cas, la justice, qu'est-ce qu'elle vient de faire pour, au lieu d'ordonner une enquête sur la question, elle l'a condamné à 6 mois de prison ferme. Alors que son seul tort était d'avoir manifesté sur la voie publique avec ses autres compatriotes. Oui. Oui. Les ligues des droits de l'homme algériennes, dont Amnesty Algérie s'est prononcée déjà, puissent prendre le dossier en main pour ce jeune homme et toutes les personnes qui ont été victimes de violations des droits de l'homme d'abord, puisque c'est dans leur
Vous savez, les droits de l'homme, c'est quoi? C'est enquêter, informer, dénoncer. C'est le périmètre dans lequel... Absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'elles fassent leur travail, c'est tout. J'allais dire paradoxal, mais ce n'est pas ce mot. Ce qui est extraordinaire, c'est que des policiers qui ont commis un crime, peut-être un des crimes les plus absolus, et qui reprochent à une maman d'être dans l'illégitimité. Ils lui ont dit tout simplement, votre fils est illégitime. Ben oui, mais justement. Lorsqu'elle dit Sharaï, ça veut dire qu'il n'a pas de père. Non, oui, Or qu'il a un père, oui, mais, et pour vous dire à quel point. Peu importe, même s'il était illégitime. Voilà, ceux qui ont commis, qui ont transgressé quelque chose, j'allais dire, de sacré, et qui disent à une dame, votre enfant est illégitime. Oui. C'est La seule réponse qu'il... Le policier est détenteur de l'autorité publique. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. c'est- L'illégitimité d'une naissance innocente devient un crime. Voilà. Parce qu'il a osé manifester, donc c'est pas un fils de famille. quoi. C'est immonde. abject. Alors, l'autre très mauvaise nouvelle est qu'après la condamnation par l'ONU, par les instances internationales, des violations des droits de l'homme, des internements, des inculpations, des mises en mandat de dépôt des manifestants, le régime avait cessé depuis pas mal de temps déjà, toute mise sous mandat de dépôt. Il relâchait les gens, il s'est mis à libérer même des prisonniers. Et puis là, tribunal de Sidi Mohamed, 14 personnes, tout à l'heure, hein, pardon, samedi, oui, tout à l'heure. Les manifestants qui ont été arrêtés le samedi, ils n'ont rien fait. C'est des gens qui ont manifesté, comme des millions d'autres manifestants. Un début de marche, oui, tout à fait. Voilà. Alors, à tribunal de Sidi Mohamed Alger, je m'excuse, je vais devoir lire le nom. 14 manifestants ont été condamnés, ont été mis sous mandat de dépôt par le juge d'instruction ou le procureur. Alors, je les cite. Aujourd'hui, le 5 avril 2021, devant le procureur et le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed, le tristement célèbre tribunal de Sidi Mohamed. Alors, Samir Boujema n'a pas été condamné pour des raisons médicales. Sinon, ont été placés sous mandat de dépôt. Fethi Diyawi, Bourahla Mohamed Amin, Aïmad Dendoun, Adel Ben Saada, Ali Snoussi, Ahmed Ouakli, Omar Lourari, Zakaria Mtidji, Lotfi Bouguerra, Mohamed Selman, Ta'zibt Abd al-Qiyyoum, Ahmed Lakhdari, Ben Amr Belqasem, Rachid Lounas Boutankik. Pardon. Vous avez les noms sur le... Au tribunal de Bainam, Bab el-Oued, toutes les personnes arrêtées samedi 3 avril et présentées aujourd'hui devant le procureur et juge d'instruction au tribunal sont placées sous mandat de dépôt. Seul Mohamed Amin Baddar, qui est mineur, a été relâché. Sinon, les autres ont été placés sous mandat de dépôt, 10 personnes. Abdelhaq Ben Rahmani, dit Marwan, Talhi Saïd, dit Zinou, Sliman Hussein, Abdelli Zoher, Abdel Jalil, Ahmed Batrouni, Walid Oudjit, Agoumadz Bachir, Menkhel Mohamed Lamine, Salah Abdel Hakim, Malik Abdel Halim. Tous ont été placés sous mandat de dépôt, ils sont en prison. Alors, et la cour de Ruisseau, Alger, le parquet a requis, la condamnation n'est pas encore tombée, 2 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars à l'encontre de Fodel Boumala. Alors, vos commentaires sur ce durcissement. Je pense que le pouvoir ne fait que se structurer de manière autoritaire et que c'est la seule réponse qu'il a à fournir à de jeunes manifestants, à M. Fodil Boumala et beaucoup d'autres, qui sont dans des revendications pacifiques, politiques, pour une Algérie qu'ils aiment. Donc je ne comprends pas. Le fait qu'ils restructurent leur pouvoir, et en plus, ils n'ont pas... D'abord, ils n'ont pas la légitimité pour le faire, parce qu'on ne sort pas d'une révolution, on sort d'une gabégie, on sort de 60 ans de non-gouvernance. C'est toutes ces questions-là qui nous agitent et qui posent problème
On se demande ce que font les juges, ce que font les procureurs. Ils doivent interpeller leur conscience, ils doivent, je ne sais pas, prendre la mesure de ce qui se passe. On ne peut pas constituer comme ça. Ou sinon, c'est que le pouvoir, par sa démarche, veut entraîner une partie du Hirak vers la violence et justifier après de tous les abus. Voilà. Il me semble que le pouvoir illégitime prend de plus en plus une pente glissante. Et tu viens de le dire, et qu'il nous entraîne, il nous mène vers une, permettez-moi l'expression, une terra incognita. Et cette terra incognita, il vient de le dire, c'est la violence. Parce que ce pouvoir pense et croit que le pacifisme ou les manifestations pacifiques des Algériens sont une déclaration de soumission. Parce qu'ils n'expriment pas de la violence, ils ne cassent pas, ils ne violentent pas, etc. Il n'est pas dans le face-à-face avec les forces de l'ordre. Au contraire, il y a eu des tentatives de fraternisation. Pas d'affrontement. Pas d'affrontement. Le pouvoir le comprend comme une espèce de soumission à l'ordre. Peut-être, Brahim Younsi, peut-être est-il en train de vouloir pousser le Hirak à la violence. Parce que lui, il est expert en matière de gestion de la violence et du terrorisme pédagogique. C'est certainement son objectif. C'est certainement son objectif. C'est la raison pour laquelle... il ne faut pas tomber dans le... Mais quand vous prenez, par exemple, il y a eu des violences... S'il y avait eu des violences, par exemple, qu'à Alger, qu'à Adrar, qu'à Al-Bayya, on aurait peut-être compris. C'est une exception. Mais en l'occurrence, ça se passe partout. Jusqu'à Al-Bayya, Mostaganem, Alger. Non, mais c'est toute l'Algérie. Partout. Khancha, Bessa, partout, il y a des Oran. Ouaran, ça a été l'horreur. Ah oui. Ils ont tabassé des gens, ils ont enlevé, ils ont insulté des hommes devant leurs épouses, ils ont insulté des épouses devant leurs maris. On sent que c'est délibéré, c'est comme si c'était voulu. Oui, ben c'est voulu parce que nous l'avons dit souvent, ce pouvoir est dans une situation de faiblesse. Il est en train de s'écrouler. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas d'autre politique ou réponse ou d'autres politiques que celle de la répression. Est-ce qu'il est interdit de penser qu'il y a un clan au sein du régime qui veut faire des crosses, qui veut chercher des crosses au régime qui tient la baraque, peut-être le mettre dans la junte, peut-être le pousser à quelque chose d'extrême, ne pas lui laisser le choix de la gestion de la crise. On connaît les méthodes de ces gens, peut-être qu'ils sont en train de le faire exprès pour provoquer quelque chose. Moi, je ne crois pas à ces histoires de clans en règle générale. Si, il y a peut-être des tendances comme ça, mais leur intérêt est tellement immense qu'ils arrivent toujours à ce que je dis, je le répète, je m'excuse, à la neutralité positive. Remarquez, quand M. Hamel a dit publiquement sa fameuse phrase, c'est le seul qui a externalisé le problème des décideurs, qui les a mis sur la place publique. Tandis que là, je ne pense pas. J'avais dit il y a quelques semaines ou quelques mois que M. Chengriha avait beaucoup de mal à faire la synthèse entre les différents petits groupes ou personnalités fortes de l'état-major, des régions, des forces combattantes, qu'on appelle maintenant les forces de feu. C'est à ce niveau-là, est-ce qu'il a réussi à faire la synthèse ou pas ? Est-ce qu'il cautionne véritablement, comme c'est eux généralement les donneurs d'ordre, est-ce que ce processus des élections du 12-12 vont prendre la mesure que c'est quand même quelque chose de grave qui va se passer? Il y aura probablement là on en parlera après quand on parlera du FFS. Moi je ne crois pas à ces histoires de clans, je me dis que les intérêts sont tellement importants, c'est des intérêts économiques, c'est des intérêts de stabilité pour eux, mais pour le peuple, c'est pas ce dont rêve le peuple. Le peuple veut une transition. Il ne veut pas ces simulacres de propositions. Je te tiens, tu me tiens par la berbichette, c'est tout à fait cela. Alors, nous allons voir quelques scènes où nous allons confirmer donc, cet état de violence. Mais je rappelle quelque chose, parce que, mes chers amis, il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui sont du côté du régime
les Sbar al-Zaraq, les Baltajia, les Doubab, etc., sont en train d'essayer de tromper l'opinion publique pour dire non, c'est une affaire qui a été montée par Rachad, par je ne sais qui, par je ne sais quoi. Ou alors ils disent non, le médecin a confirmé. Il faut rappeler une chose, que le viol n'est pas forcément... Je m'excuse de devoir aller assez loin. Je laisse le temps aux gens qui sont en famille peut-être de prendre leurs dispositions. C'est très très important, il faut le dire. Le viol n'est pas seulement aller jusqu'au fond des choses. Le viol n'est pas forcément, comme on dit, pardon de devoir le dire, une pénétration. Le viol consiste aussi en des attouchements. Consiste aussi à prendre une matraque et s'en servir de façon... violer l'intégrité de la personne sans son consentement. Toucher seulement quelqu'un dans une partie en particulier, c'est un viol. C'est une agression sexuelle. Un attouchement sexuel, un attouchement qui ne peut pas être vérifié par un médecin légiste, puisque ce n'est qu'un attouchement, est un viol. Donc, je tenais à le préciser parce que beaucoup de gens dans les réseaux sociaux essayent de tromper l'opinion publique pour dire non, il n'y a pas de viol. Un attouchement sexuel est un viol. La qualification pénale, c'est celle-là. Bien sûr, absolument. Absolument. Alors, non seulement ce garçon a subi donc, ces attouchements sexuels, non seulement ils se sont servis d'objets pour l'humilier, mais en plus, on l'a insulté, on l'a humilié et on a dit à sa propre mère qu'il était un enfant illégitime. Et nous allons regarder quelques scènes. نسمعوا فيك مدام خديجة تفضل. وتقرب كما نقولوا ما ياكل ما يشرب وكي رحت انا لابوليس نحوس على وليدي مزوج وانا نحوس عليه. كي رحت لابوليس حط لا كوميساريا صوت لا كوميساريا لي زوفيسي وكاع يضربوا فيه الو نسمعوا فيك تفضلي سيدة خديجة. نسمعوا فيك تفضلي كملي. قلت لك يضربوا فيه قلت له بيسي قلت هذا وليدي الصغير هذا صغير يا خويا هذا مينير قال لي كيفاه مينير قلت له والله مينير سبحان الله قلت له هاو قاني فامي قال لي قاني فامي خاصك غير تعطي قاني فامي قال لي وليدك غير شرعي قلت له غير شرعي قلت له وليدي ها هو سبحان الله هذا تحب غدوه نجيب لك الجوجمون نجيب لك الكواغط كما الاخر قال لي مادام اريت بورطابل ولا سيدي تتفلمه تحبسي وليدك هنا تحبسوا. هاي الو يعني اسمع يا بعد المياه في مدينة مستغانم. رانا نهضروا على الشرطة السياسية الشرطة البوليسية. اليوم كيطلعوا قومها على 5 تاع الناس مطلعينا هذه باش نقولوها الرأي العام ويسمعوها ثاني الناس تاع حقوق الإنسان اللي راهم في الخارج وفي الداخل. كاع الحرائق اللي يسمعوا هذه المصيبة اللي راهم يديروا رجال الشرطة هذو كيما طابت يحكموا الحراق ولا يحبسوا الحراق ولا يقسموه. كاين بو عبد الله اخ زيدي اخ ابراهيم كاع تعرضنا لهذا التحرش الجنسي واغتصاب من طرف الشرطه بالزي المدني وقت كانوا مطلعينا الفرن. طبعا رحنا داونا انا الشرطي اسمح لي داونا للسبيطار بان نديرو سيرتيفيكا. هدرت مع الطبيب هدرنا معاه قلنا له بلي هاشا داروا هذا الفعل المخل بالحياه. الطبيب ما بغاش يسجل خاف من الشرطه. هذا دوله العسكر هذا حكم العسكر. يدبروا فينا طيحوا نساء عملوا لنا طيحوا نساء ويضربوا كبار دبروا سبيبه دراري صغار طايحين في هذه الدنيا. جاني زوج الناس بعد ضربني واحد طلع فوقو تسرع واحد عمل لي سبان كيما هكا نقولوا دوله جديده. Srer Zerguini, donc voilà, après ce qui a semblé comme un apaisement,
ne plus inculper les gens, libérer les prisonniers trop longtemps détenus. Voilà que le régime revient à ses habitudes. Aujourd'hui, en une seule journée, le parquet de Sidi Mohamed a mis 14 hirakistes sous mandat de dépôt et à Baïnem 10. Et à la cour de Ruisseau, le parquet a requis 2 ans de prison contre Fodel Boumala. Très bien. Une tentative d'explication de ce retournement des choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer à l'intérieur du système, du pouvoir. En fait, il faut le voir comme un système, donc d'une façon exogène de l'extérieur, ce qui sort. En fait, il y a 2 clans. Il y a le clan, il y a le régime, le système, et le peuple. Et le régime, à la reprise du Hirak II, il ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'attendait d'ailleurs à cette intensité, à cette généralisation depuis le 16 février à Khrata. Donc, la première des choses, il a essayé de contenir au début, donc à Khrata, donc il ne pouvait pas arrêter parce qu'il y avait trop de monde et une forte mobilisation, donc il a laissé faire. Après, c'est passé le 22 dans les grandes villes, Alger, Bougie et Annaba, donc ils ont réussi. Et chaque vendredi qui venait, donc ça se propage, cette mobilisation de ville en ville. C'est exactement donc, mais à l'opposé, c'est comme le coronavirus. Là, quand on regarde la Covid, par exemple, ici en France ou ailleurs, donc le régime tente des mesures de freinage de cette propagation. Donc, à l'échelle géographique, il ne faut pas que certains... On a vu donc l'acharnement qui a été fait sur Oran, par exemple, plusieurs vendredis de suite, il ne le laissait pas. Alors qu'à Annaba, il faisait son problème, parce qu'il y avait une mobilisation forte. Oran, ils ont réussi, d'autres, là, vendredi dernier, moi j'ai vu une carte qui montrait la mobilisation, presque toute l'Algérie, c'est là, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, il y a une mobilisation. Et maintenant, ce qu'il essaye, d'autres mesures de freinage et de blocage, il ne faut pas passer, donc il y a le vendredi et le mardi, quelques villes, mais ça monte en puissance aussi. Et maintenant, il ne faut pas qu'il y ait d'autres jours. Donc, il est en train. C'est pour ça que la liste, alors que vendredi, dans la même ville, à Alger, il y avait des dizaines de milliers qui manifestaient, mais aucune arrestation. Par contre, vous avez le droit de manifester le vendredi, mais pas le samedi, parce qu'il ne veut pas que ça se propage, qu'il y ait cette montée en puissance. Voilà, moi, ce que je pense. Alors, nous allons écouter M. Tebboune et commenter au fur et à mesure. Nous allons revenir d'abord sur cette histoire de semoule. Tout à l'heure, je me suis trompé dans la présentation. J'ai dit, d'après M. Tebboune, il y avait 400 quintaux de semoule dans chaque foyer. Non, il y avait 400 quintaux pour chaque habitant de cette wilaya. Ça veut dire dans une maison où il y a 5 personnes, il y a... Oui, vous allez le réécouter. 400 kilos, oui, pardon. 400 kilos. Heureusement qu'on est là. 400 kilos. 400 kilos, c'est ça. C'est ça, oui. Donc nous allons le réécouter et vous allez ne pas en revenir parce que, après, le comble, c'est qu'il se contredit. Il dit selon des statistiques. D'accord. Et puis emporté par le cheval qui s'est, comment on dit, emballé, il a dit Ajaba, Smith, Klet ou Zembela. Alors écoutez bien, écoutez-le. من ناحية الوفرة كل شيء متوفر. كل شيء متوفر والدولة ملتزمة لأن أولا فيه تخزين عادي بالنسبة لكل المواد وفيه بما يسموها الستوك استراتيجيك تاعنا في كل المواد. ما تذكرش مادة من المواد. فيه كذلك إمكانيات مالية متوفرة في ظرف 48 ساعة تجيك بواخر إذا كانش فيه نقص هنا بواخر. لا واحد قادر يزعزع استقرار الدولة لأن صارت الأمور مثل ما صار في السميد. Désolé, on s'est trompé. On le dit comme ça, à tout de go. On va réécouter, mais celle-ci aussi, on va la revoir tout à l'heure. Elle vaut le déplacement. Mais on va d'abord écouter celle de la semoule. قادر يزعزع استقرار الدولة لأن صارت الأمور مثل ما صار في السميد. السميد واجهنا بقى فيه ضياع كبير بالنسبة للستوك استراتيجيك تاعنا باش واجهنا
في النهاية لما تأخذ الإحصائيات فيه ولاية وجدنا أن كل مواطن استفاد من 400 قنطار باش بردوني حاشاكم المزابل عامرة بالسميد. يعني الغاية كانت زعزعة الاستقرار. دوختني يا يدير سي 400 قنطار باغ مواطن. Excusez-moi, je ne pensais pas que M. Tebboune soit capable de ça. Ah, voilà. Et Je lui ai il m'a dit en erreur. Et Non, moi, parce que c'est difficile à croire. Ça. Alors, Idir, Oui. Sher Zerguini, Brahim Younsi, 400, d'abord, il commence par dire c'est les statistiques. Donc, ça veut dire que c'est possible que ce ne soit pas vrai, que ce soit des spéculateurs qui les aient raflés, qui les aient fait passer pour le compte des consommateurs. D'accord? Mais après, dans la même déclaration, il dit ça veut dire, donc, d'après lui, chaque habitant de cette wilaya, dont il ne nous a pas dit laquelle, hein, d'après le soin, a consommé 400 quintaux par habitant. Alors imaginez toutes les maisons de la wilaya, toutes, le Douar, le Wilblad, centre-ville, 400. Comment ils ont fait pour ramener chacun 400 par personne? Imaginez une famille de 8, par exemple, c'est 3 tonnes 200 quintaux. Hein? Et c'est plein. Et puis tout ça, où a fini, d'après M. Tebboune? Ça a fini à la poubelle. Smith à la poubelle, vous imaginez? C'est quoi ce délire? On ne peut pas, dans un discours qui est censé, parce qu'il est censé représenter la nation au-delà du fait accompli, au-delà de sa mauvaise élection. Moi, j'ai pas autre chose à dire. Ah, il y a un problème dans votre micro, c'est pour vous punir de m'avoir induit en erreur. On va vous le réparer. Brahim Younsi. C'est des propos de café mort. On entend ça Café chez des mort, gens. les gens sont sages. Oui, enfin, certains exagèrent. Ah oui, Beaucoup exagèrent. Dire d'abord que tout est sur le marché. On a tout prévu pour le mois de Ramadan et le marché est achalandé. Oui. Alors que la population n'a pas les moyens, le pouvoir d'achat. Oui. D'abord, et puis il y a une vraie pénurie de certains produits. Ah oui, mais justement. Ça a été constaté, il ne peut pas mais dire le contraire. Bien qu'il y ait les produits soient sur le marché, les Algériens n'ont plus les moyens d'acheter. Non plus les moyens d'acheter. Le chômage a explosé. Oui. Le chômage a explosé. L'inflation a atteint des summums. Les Algériens ne consomment quasiment plus. N'ont plus les capacités de consommer. D'abord, sur l'attitude de Tebboune. Il est comme les pharisiens. Il fait du pharisianisme. Il est dans l'hypocrisie, et la preuve, la question de la semoule, dans l'hypocrisie totale. Oui. Il veut montrer... Les pharisiens étaient réputés pour ce qui est rituel, se laver les mains. Oui, mais c'est-à-dire que... Sinon, dans le vrai... Enfin, ils montraient qu'ils étaient... Vous avez raison, ils montraient qu'ils sont puritains, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et Tebboune me paraît avoir des pratiques pharisiennes. Lui, qui se permet des attitudes d'abord physiques, qui ne conviennent pas à son rang, à la société à laquelle il s'adresse, etc. Donc c'est vrai qu'il a une attitude de comique méditerranéen. Oui. J'ai dit le mot, je l'ai dit. Et puis sa vision un peu angélique de la politique qu'il mène. C'est quelqu'un, comme vous dites, je ne sais pas s'il est... Il est quelque part comique. D'ailleurs, il y a des enfants qui le comparent à Gargamel. Il a le physique de Gargamel. C'est vrai, il a le physique de Gargamel. Les Lilliputiens, les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, voilà. Bon, c'est vrai, il lui ressemble beaucoup. La soutane en moins. Ce qu'il veut dire, juste... c'est qu'au-delà du discours, on ne parle pas de choses sérieuses. Et c'est pour ça que nous prenons à la dérision nous-mêmes. Le président de la République, je veux dire, c'est pas encore, je le dis tel que je pense, il n'a pas encore, il met pas le costume, je veux dire. Il ne parle pas des choses importantes.
ne parle même pas de la crise politique, à la limite, il est dans son processus institutionnel tel qu'on le lui a formaté. Il ne parle même pas de la crise de la vaccination. Un président de la République, 60 ans après l'indépendance, nous parle de semoule. Un ministre du Commerce nous parle du prix du poulet. Mais c'est quoi ce pays? Un ministre de la... Comment il s'appelle? Ministre de la... Je l'ai noté quelque part. De la connaissance ou Internet, je sais pas. Oui. Il se déplace à Tizi Ouzou, il dit « Je suis fier d'être dans la ville de Kati-Biassine ». Parce que c'est l'économie de la ministre de l'économie de la connaissance. Je suis fier d'être dans la ville de Kati-Biassine. C'est quand même... Nous avons... Ni pour l'économie, ni pour la connaissance. Nous avons parlé, en tout cas moi, avec un peu de légèreté, dans un moment effectivement très, très pénible de ce que vivent les Algériens, les arrestations, les viols, etc. Parce que cet homme provoque la légèreté. Il est dans la légèreté. Au lieu de parler de choses sérieuses, de choses qui concernent de façon directe la population, à la fois sur le plan politique, quelle sortie politique envisage-t-il? Est-ce que par l'élection ou les élections législatives qui arrivent, est-ce que pour lui, les élections législatives, peut-être que nous allons aborder ça de façon plus profonde tout à l'heure, c'est ça la sortie politique pour lui, alors qu'il ne propose strictement rien d'autre. Devant la faillite et la faillite totale des partis politiques, comment veut-il faire circuler la démocratie? Comment est-ce que les électeurs vont être mobilisés pour voter? Et qu'est-ce qu'il propose? C'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est quelqu'un qui est en train de faire de la comédie. Il est là pour faire de la comédie. C'est quelqu'un qui n'a pas de vision de politique, de historique, aucune vision. Alors, nous allons voir une autre vidéo avant de donner la parole à Srer Zerguini. Pareil, il nous parle des stocks, il dit il n'y a pas de problème, nous avons des stocks stratégiques en tout, dans toutes les matières. Peut-être il a des stocks en lentilles. Moi, je croyais que les stocks stratégiques, généralement, c'est le blé. C'est le blé. C'est l'ensemble des aliments. Ils ne peuvent pas avoir des stocks stratégiques en tout. Pas en tout. C'est les pâtes, peut-être, le blé. Mais excusez-moi, monsieur Benchlouf. Le stock alimentaire est obligatoire. Dans les médicaments et dans certains produits. Dans les médicaments, stratégiques. Oui. Mais excusez-moi, pour aller dans le sens de mon ami Ibrahim, c'est un président de la République, mais chargé de l'ordinaire. Chargé de l'ordinaire. L'ordinaire, pour ceux qui n'ont pas fait leur service militaire, voilà, ils savent ce que c'est. Voilà. Alors, écoutez-le, et après nous donnerons la parole à Srer Zerguini, où il nous parle même s'il n'y a pas de stock stratégique, nous dit-il, toutes les façons pour faire... Il y a beaucoup d'argent, on dispose de beaucoup d'argent. Si jamais il y a un problème, en 48 heures, nous avons ce qu'il faut ici. 48 heures, excusez-moi, monsieur, oui. Par bateau. Par bateau. Ça veut dire qu'il suffit, par exemple, qu'il ait besoin de ramener de la pomme de terre d'Australie. En 48 heures, il a des pommes de terre. Vous imaginez un peu écoutez-le. C'est cette légèreté. Voilà, c'est un peu l'accent sur cette déclaration un peu farfelue pour le moins. من ناحية الوفرة كل شيء متوفر. كل شيء متوفر والدولة ملتزمة لأن أولا فيه تخزين عادي بالنسبة لكل المواد وفيه بما يسموها الستوك استراتيجيك تاعنا في كل المواد. تذكرش مادة من المواد. فيه كذلك إمكانيات مالية متوفرة في ظرف 48 ساعة تجيك بواخر إذا كانش فيه نقص ظهرا ولا العنابة ولا العاصمة ولا ولكن اللي عندنا يكفي والأمور هذه ما بغاش تزول من المجتمع تاعنا. Srer Zerguini, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? D'abord, est-ce qu'il est vrai que l'Algérie a des stocks stratégiques dans tous les produits, nous a-t-il dit? Il l'a répété 2 fois. Hein, Revenir sur le chiffre de 400 quintaux. En fait, 400 quintaux, ça correspond à 40 000 kilos. Oui. 40 par personne. Kilos, par personne, donc c'est 40 tonnes. Et si je divise, j'imagine, parce que les statistiques en général elles sont par an, donc si je divise 40 000 kilos par 365, j'arrive
par jour 109 kilos. Donc, regardons le chiffre de 100 kilos, donc 100 kilos par jour par personne. Donc, une famille de 5 personnes, qui est la moyenne en Algérie, c'est 500 kilos de semoule par jour. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, alors moi, si vous permettez, je voulais revenir sur les chiffres de l'Algérie actuelle. Je regardais donc les chiffres, donc notamment sur avant le Hirak, donc avant. Donc la réserve, les chiffres là que je vous donne, donc ils viennent du gouvernement algérien et des organismes tels que la Banque mondiale et l'OPEP. Oui. Donc, fin 2013, la réserve de change d'Algérie, d'après le gouvernement algérien, elle était au 31 décembre de 194 milliards de dollars. Oui. Fin 2018, donc ils ont donné une statistique, donc de 79 milliards, presque 80 milliards. Donc, on a enlevé de cette réserve 115 milliards pour compenser le déficit. Oui. Parce que c'est là où il y a eu Et entre-temps, donc j'ai regardé les exportations de devises qui sont données par les douanes algériennes. L'Algérie, un peu moins de sur les 5 années, entre 2014 et 2019, de fin 2018, 5 ans, c'est l'équivalent de 190 milliards de dollars exportés. Donc quand je rajoute les 200 milliards plus les 115 prix de la réserve, ça fait que plus de 300 milliards ont été dépensés en 5 ans par l'Algérie, ce qui fait un train de vie de 60 milliards par an. Là, c'est... Oui, oui. Voilà, ça, c'est les chiffres, c'est de l'arithmétique. Oui. Maintenant, ce qui s'est passé après en 2019-2020. En 2019, le prix moyen du pétrole, du baril, il était de 63 dollars en moyenne l'année. Ça a généré, d'après toujours le gouvernement algérien, une recette de 36 milliards, donc moins de 40 milliards. En 2020, où le prix du pétrole a chuté, il est passé à 42 dollars en moyenne dans l'année, avec une production et une exportation de barils moindres pour l'Algérie et tous les pays de l'OPEP, parce qu'il fallait baisser, comme la demande a baissé, pour maintenir les prix élevés, il fallait baisser la production. Oui. Donc, il y a eu des accords entre les pays de l'OPEP avec la Russie. Donc, ça a généré au total, les 2 ans, 2019 et 2020, 60 milliards de recettes, Oui. qui est équivalent à une année, donc sur le train de vie entre 2014 et 2018. Donc, si on fait un calcul très très simple, on arrive, d'ici la fin de cette année, la réserve elle sera épuisée. Parce que le déficit, et là les perspectives mondiales, on sait qu'aujourd'hui ça ne va pas repartir avec cette crise sanitaire. Le PIB, la France, au début, il y a quelques semaines, annonçait une augmentation de PIB de 6% et quelques, et vient de revoir, ça va augmenter que de 5%. Sachant qu'en 2020, il a baissé de 8,2%. Le PIB de la France, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais nous, de toutes les façons, même si ça repart, ça ne repartira que pour la hausse des prix du pétrole, entendons-nous bien, puisque nous n'avons pas d'économie de création de richesse, uniquement une économie rentière. Et là, il y a un élément qui corrobore ces éléments-là qui sont criants, c'est que la COFAS, qui est un organisme qui note le niveau de risque des pays, comme les agences de notation, vient de classer l'Algérie en février dernier à l'avant-dernière place. Ça veut dire que c'est un pays à risque. Un manque de solvabilité. Est-ce que donc ça veut dire même s'ils vont vers l'endettement, vers l'option endettement, ce sera difficile. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce que l'endettement chez qui? On va le faire à travers... tous les pays du monde vont s'endetter, y compris la France aujourd'hui. Sa dette, elle est de 120% par rapport à son PIB. Les États-Unis prévoient, avec les plans de relance de Trump et de Biden, l'équivalent de presque de 5 000 milliards qu'ils vont injecter dans l'économie. Et cet argent-là, ils vont l'emprunter des banques. Donc, il y a des banquiers dans le monde, il y a des pays qui vont emprunter. Donc, si l'Algérie va être parmi ces pays, sauf l'Algérie, donc elle a besoin d'argent pour des dépenses de fonctionnement. Et aucune banque, j'imagine quelqu'un particulier qui va emprunter 20 000 euros pour faire le tour du monde, ben, le banquier ne va pas lui emprunter parce que c'est une dépense, il n'est pas sûr qu'il soit remboursé. Par contre, cette même personne, elle achète un logement et un appartement, une maison,
il va hypothéquer cette maison. Donc, s'il n'arrive pas à payer ce bien, à rembourser son crédit, la banque va lui saisir sa maison. Et voilà, donc, en l'occurrence, pour ce qui est de l'Algérie, si demain elle va au marché de l'endettement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Sachant que l'Algérie aura besoin, en principe, d'une moyenne de 30 milliards de dollars, pas sur 5 ans, pas sur 10 ans, par an, pour pouvoir équilibrer les dépenses. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des pays comme l'Allemagne, ils empruntent avec des taux négatifs. Et on lui prête 10 milliards, en fait, on lui demande de rembourser 900 millions. Parce qu'on est sûr que l'Allemagne va rembourser. Parce que les banques, ils ont un excès de liquidité, donc ils préfèrent donner à des pays qui sont solvables, qui vont rembourser avec un taux négatif. C'est un placement que font les banques chez d'autres pays. Par contre, des pays qui ne sont pas solvables, si on vous emprunte déjà dans la limite, mais ça serait avec des taux très très élevés. Donc le coût de la dette qui va être très très élevé. Et l'Algérie, dans les années 90, on a emprunté, c'était 6 milliards. C'était énorme. Mais aujourd'hui, comme vous disiez là, on a besoin de 20 milliards à 30 milliards par an en exploitation. Mais est-ce que le critère solvabilité ne va pas empêcher cet endettement, si tant est que ce sera l'option finale? Il faut être solvable pour pouvoir rembourser, en plus d'accepter les conditions très drastiques de gestion financière et économique. Il faut être solvable, prouver qu'on peut rembourser, assurer le service de la dette, rembourser les échéances à temps voulu. Exactement. Moi, je prends l'exemple d'un pays donc c'était suite à la crise de 2008, c'est la Grèce. C'est le pays de l'Europe qui a eu des problèmes donc, suite à cette crise. Donc il y avait deux options. Soit on faisait tourner la planche à billets en Europe, et ça, l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays du nord européen, ils ont refusé. Soit, donc le compromis qui a été trouvé entre la France et l'Allemagne et la Grèce, c'est qu'ils vont emprunter une partie des banques européennes, la planche à billets, mais aussi du FMI, qui a mis des mesures drastiques. On a vu, tout le monde se rappelle ce qui se passait en 2015-2016. Et moi, j'ai été en 2017 à Athènes. C'était un pays meurtri suite à ça. Donc, pour revenir, donc aujourd'hui, l'Algérie, ça va être très, très difficile, sachant qu'on est dans un tsunami économique mondial. Donc, ce qui s'est passé pour la Grèce, c'était même les années 90, quand on a emprunté. C'est qu'il y avait que nous, l'Algérie, quelques pays. Mais aujourd'hui, c'est tous les pays du monde qui veulent emprunter. Oui. Alors, nous allons vous faire écouter, restez avec nous, je vous laisse la parole. Nous allons écouter M. Tebboune nous parler chiffres, justement, et je vous demanderai de commenter. M. Tebboune. لأن الانتعاش في قطاعات، كان قطاع ربما التركيب هذا عاود يتبنى على أسس أخرى، ولكن القطاع الفلاحي ماشي، والاستثمار في الفلاحة راه ماشية مليح. ونتجاوزوا إن شاء الله هذه السنة نتجاوزوا ال 25 مليار تاع السنة الماضية إن شاء الله. Voilà, M. Tebboune qui récidive. Il nous avait parlé il n'y a pas longtemps de production. D'abord, il avait dit de 25 milliards de dollars. Il a parlé de dollars, de produits agricoles, avant de rétro-pédaler, de dire non, je voulais dire l'équivalent de 25 milliards de dollars de produits agricoles, ce qui a amené tout le monde à se demander comment il a fait pour pouvoir évaluer, puisqu'il y a tellement de produits agricoles, les cours sont fluctuants, il est quasiment impossible de pouvoir évaluer après coup. Mais bon, et là, ils récidivent, ils disent nous allons encore produire pour plus de 25 milliards de produits agricoles pour 2021. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu ce qu'il veut dire, parce que nous, on n'y comprend rien. Moi non plus, j'ai du mal, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, l'Algérie, elle importe presque tout. Même en agriculture, parlons d'agriculture, même la pomme de terre qu'on produit en Algérie, il y a une partie, donc aujourd'hui, elle est sur le marché, elle coûte 50 dinars ou 60 dinars, mais il y a une partie qui vient de l'importation de tous les engrais, tous les produits, et toute l'énergie aussi de l'électricité, parce qu'il faut pomper de l'eau. En Algérie, on fait beaucoup de pompage. Et voilà, donc la quote-part de la devise, de la rente qui est injectée dans l'agriculture, il faut l'évaluer.
Voilà, donc sur le marché, il faut déduire le coût de cette agriculture pour avoir le bénéfice de ça. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on n'a pas une sécurité alimentaire parce qu'on n'a pas développé une agriculture qui nous permet d'avoir une sécurité. Donc déjà, si on arrive à satisfaire l'intérieur, on ne parle pas d'exportation. Mais comment il a fait pour évaluer à 25 milliards de dollars? D'abord, il n'a pas parlé des intrants importés, de tout ce que contiennent ces produits en intrants importés, y compris des choses qui contiennent des intrants déguisés. Par exemple, vous parlez de l'eau. L'eau est algérienne, l'eau vient du sous-sol d'Algérie, mais les moyens de la faire sortir, le mazout, l'essence, les équipements, les turbines, le matériel d'entretien, d'épuration, tout ça c'est importé, donc ça rentre dans les coûts. Mais comment lui, il a fait pour évaluer à 25 milliards de dollars? Ben, sincèrement, je ne sais pas d'où vient, je ne vois pas comment on peut estimer, comment on peut générer plus que ce qu'apportent les hydrocarbures, sachant que pour les exportations, c'est indiqué, ça représente plus de 90% de recettes en devises. C'est les hydrocarbures. Donc ces 25 milliards générés par l'agriculture, ils n'ont jamais été dans la comptabilité nationale, ils n'y seront pas. Aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Vous n'avez pas le chiffre de la production agricole des pays très agricoles comme la France, l'Espagne, pour pouvoir comparer un peu, à partir du moment où nous arrivons à produire pour plus de 25 milliards de dollars, plus que le pétrole, comme vous dites, même avec des intrants importés, on aimerait bien pouvoir comparer avec des pays comme l'Espagne ou la France ou d'autres. Ben après, donc, moi j'ai regardé un petit peu justement sur quelque chose qui est stratégique, qui est le céréales. Donc presque tous les pays, même la Chine, en fait, ils fabriquent énormément parce que souvent, il y a quelques pays qui sont exportateurs, il y a un excédent, comme la France, la Pologne, la Russie, mais la plupart des pays sont presque à l'équilibre. L'Algérie, c'est les chiffres que j'ai vus, l'Algérie consomme par exemple en blé ou en céréales l'équivalent de 9 millions de tonnes par an. De blé dur, je crois. Oui, je crois. Et la production, on n'est pas, je pense, on ne dépasse pas les 3 millions. Donc il reste 6 millions qu'il faut importer. Restez avec nous. Nous allons... quelque chose à dire sur ça, mes chers amis? Non. C'est habituel. C'est habituel. Ça y est, c'est digéré. Ça ne nous fait plus broncher. Complètement. C'est incroyable. Alors, nous allons voir une autre déclaration de M. Tebboune. Et je rappelle que demain, mardi des étudiants, c'est le Hirak 111, qui suit toujours du même chiffre, celui du vendredi. Ibrahim Younsi, un mot? Je voulais dire une chose seulement, sur notamment les céréales. L'Algérie est peut-être ou l'un des plus gros importateurs de céréales. Et c'est l'Algérie qui fait monter les prix sur le marché mondial. Par rapport, parce que c'est un très gros acheteur. Ben oui, c'est un gros importateur de céréales. Oui. Et M. Zerghini vient de dire une chose, que la Chine produit ses céréales, d'autres pays, la Russie, etc. Il y a des petits pays. J'en connais un, parce que mon épouse, on est la Lituanie, qui non seulement produit pour la consommation interne, mais exporte des céréales. Et d'ailleurs, l'Algérie lui a acheté, par un intermédiaire suisse, 10 000 ou 15 000 tonnes de céréales. C'est-à-dire que, y compris des petits pays comme la Lituanie, arrivent à avoir une production pour la consommation nationale et à exporter leurs céréales. Très vite, parce que nous avons le sujet du FFS. C'est que par un intermédiaire suisse, ce que vient de dire Brahim, tout à fait. Il y a eu un problème avec des importations de blé lituanien, mais bon, ce n'est pas la faute, je ne vais pas défendre les Lituaniens, ce n'est pas la faute des Lituaniens, mais de cet intermédiaire. Voilà. Alors, notre dernier sujet, celui du FFS. Donc, le FFS était parti
pour participer aux élections. Le pouvoir se réjouissait déjà, se frottait les mains, laissant croire que certains membres de la direction, d'ailleurs il avait reçu des membres de la direction, M. Tebboune, et il a laissé croire que ça allait passer comme une lettre à la poste, même si la base militante n'était pas d'accord. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Les pressions de la base étaient telles que la direction a dû s'exécuter. C'est la vraie démocratie au sein de ce parti. Et donc a déclaré à la fin de son conseil national, qui a eu lieu il y a 2 jours, je crois. C'est ça, oui. Non, hier. 3 jours. 2 jours. Oui. Et donc, sauf que, curieusement, comme si un peu ils ont coupé la poire en deux, pour mitiger un peu leur refus d'aller dans le sens du régime, parce que sinon, dire, si le FFS avait accepté de participer, ça aurait changé la donne. D'abord, ça aurait fait naufrager le FFS, ça aurait divisé la Kabylie, ça aurait fait des dégâts énormes. Mais là, ils disent qu'ils ne participeront pas. Sauf que, contrairement aux autres partis politiques qui ont appelé au boycott dans le RCD, dans le parti de Lusahnoun, dans l'ICP de Zoubeda Assoul, dans, rappelez-moi, l'ex-parti de le MDS. Tardé, quoi. Oui. Et donc, le FFS n'appelle pas au boycott. Il dit ne pas participer aux élections. Alors, commentaire. C'est un changement de sémantique, mais bon, ça peut se comprendre. Après, le FFS, je pense que quand ils ont été publiquement à la présidence de la République, ça voulait dire tout simplement que les contacts étaient pris avant et bien avant. Maintenant, cette décision du Conseil national du FFS, il faut la lire à 2 niveaux, me semble-t-il. La première, c'est que les salutaires, d'abord pour les militants du FFS, qui se sont battus contre cette comment on peut dire ça, cette piste-là, ou cette volonté-là de l'instance présidentielle d'y aller. C'est aussi valable pour leurs électeurs, c'est valable aussi pour leurs sympathisants, c'est vraiment ça. Et c'est valable aussi pour le Hirak. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça acte aussi l'échec de la police politique. Ça, il faut le noter. Comme pour le FFS, comme pour Lusahnoun à un deuxième niveau. Ça acte l'échec de la police politique qui... Pourquoi vous dites à un deuxième niveau ? Pour Mme Lusahnoun, c'est-à-dire par rapport à... Je ne dirais pas d'audience, je ne suis pas là à dire que le parti FFS et le parti de Mme Lusahnoun, d'abord, c'est 2 cultures différentes, c'est 2 parcours différents, etc., etc. Je veux dire... mais je dis à un deuxième niveau, pourquoi ? Parce que l'impact sur la population, particulièrement kabyle, et la population du centre, etc., était infiniment plus important en termes d'impact. Oui, en termes d'impact. Je ne parle pas en termes organique pur. Oui. Donc voilà. Et donc ça acte l'échec de la police politique, ça acte l'échec du commandement militaire, parce que rien ne peut se faire sans le commandement militaire, ça paraît évident. Ça, c'est le deuxième niveau. Et troisièmement, c'est une question qui risque d'être posée de manière organique. Est-ce que cette direction-là va se poser un problème au niveau de la militance du FFS, au niveau du Conseil national et des membres de l'exécutif? Est-ce que cette direction-là, qui a exposé inutilement le FFS dans cette séquence, est-ce qu'elle est encore légitime? Moi, je pense que le FFS est assez mûr, c'est une école politique, ils ont un fonctionnement démocratique, ils l'ont prouvé, vous l'avez souligné. Ce que je leur souhaite, c'est d'aller de manière apaisée à un congrès des anciens et des nouveaux, c'est réinitialiser le logiciel, c'est revoir les fondamentaux, c'est se réimmerger dans leur propre histoire, c'est-à-dire la constituante, les libertés, les droits de l'homme, l'opposition radicale. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose, c'est la victoire des militants, je comprends leur joie. Mais si ça reste simplement célébrer la victoire, ce serait une victoire à la Pyrrhus. Il y a trop de dégâts par ailleurs. Voilà. Nous arrivons à la fin de l'émission en 2 minutes. Je crois que tu as raison, c'est une victoire à la Pyrrhus. Je crois que les partis politiques, et vous connaissez ma position là-dessus, non, c'est ton droit. Merci, mon ami. Mais ça dépend en combien de morceaux, comme dirait ma mamie. Tu la partages. Est-ce que les partis politiques, ils l'ont démontré, qu'ils ne sont d'aucune utilité?
y compris d'ailleurs pour le système, pour le pouvoir. Il joue avec, mais il sait qu'ils n'y sont d'aucune utilité. Il joue. Mais pour lui, ils peuvent l'être. Non, mais... Pour cautionner ses élections, donner cette impression. Oui. Donner cette impression. Mais les partis de l'opposition, entre guillemets, ou considérés comme des partis de l'opposition, viennent de faire, de nouveau, vraiment un naufrage. Le FFS en particulier. Je crois que la politique aujourd'hui, d'autant que j'ai écouté l'un des dirigeants du FFS hier ou avant-hier sur votre chaîne, je crois qu'il est allé trop loin sur son appréciation de cette révolution en marche. Aujourd'hui, il se détache du mouvement populaire, de ce mouvement que beaucoup appellent le Hirak, parce que à travers ce que la population appelle le Hirak, exprime l'être populaire. Le peuple dit « je suis là ». C'est l'être-là du peuple. Or, des partis comme la direction du FFS aujourd'hui nient l'existence même de ce mouvement, pour dire qu'il est dévoyé, qu'il ne va pas dans le bon sens. Or, ceux qui sont dévoyés, ce sont les partis politiques. Les partis politiques qui ne sont plus, s'ils l'ont été, si tentés qu'ils l'aient été à un moment ou à un autre, ne sont d'aucune utilité aujourd'hui. D'autant que, je termine par ça, le pouvoir lui-même, et Abdelmajid Tebboune l'a démontré de façon manifeste hier, le mépris qu'il avait pour les partis politiques, parce qu'il considère aujourd'hui qu'il n'y a plus de pouvoir constituant, qu'il y a un pouvoir constitué et qu'il faut faire avec le pouvoir constitué, qui est bien entendu le pouvoir exécutif. Et ça, c'est extrêmement grave pour tous ces partis qui étaient des satellites qui tournaient autour du système et du pouvoir. Très vite, parce que nous sommes vraiment à la fin. C'est un peu ce que disait Ibrahim, d'autant que le peuple a été dépossédé de son pouvoir constituant, et ça c'est important de le dire, il joue avec ceux qui sont en face de lui. Il faut remarquer aussi que pour ces prochaines législatives au-delà du FFS, tous les courants islamistes participent. Ça, il faut le noter et l'observer. Oui, en effet. Absolument, c'est très juste de le signaler. Alors, Srer Zerguini, le mot de la fin vous revient. Très bien, merci. Donc, moi, par rapport à ce point, après, donc, maintenant, on peut noter que tous les partis qui ont un ancrage réel dans les territoires, RCD jusqu'au FFS, rejettent cette élection. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense le pouvoir en place, il a fait une erreur parce que la décision de cette élection a été prise au lendemain du référendum qui a été raté, donc c'est en décembre, avec l'hypothèse qu'il n'y aura pas cette reprise du Hirak 2. Et ça va être très difficile dans le sens déjà, il faut trouver 4000 candidats parce qu'il faut 400 élus. Il faut trouver 4000 candidats sur les territoires. C'est une élection locale, contrairement aux deux autres. Voilà, par rapport à ce point, maintenant, par rapport à la suite sur le plan économique, donc l'Algérie, j'ai noirci un petit peu les choses, mais c'est la réalité, mais aujourd'hui, on a vraiment de très très bonnes opportunités. Je vais dire que cette crise mondiale, ce Hirak, c'est vraiment quelque chose qui va redresser l'Algérie, qui allait vers l'abîme. Dans le sens que, mais à condition... Je me permets de vous interrompre parce que nous avons vraiment débordé sur le temps de l'émission, mais ce que vous dites est très intéressant. Et je vous invite bien volontiers donc, à une autre émission où vous nous parlerez de tout ça qui semble être très intéressant. En tout cas, merci beaucoup Srer Zerguini, merci Idirou Nouren, merci Ibrahim Younsi, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Redwa, mardi 111, les étudiants vont sortir, leurs parents, leurs familles, leurs concitoyens vont les accompagner comme chaque mardi. À demain, j'espère. Atekoum el khair.